la suite du programme et notamment la première présentation. Alors, je vois que si. Monsieur Tremblay, alors, est-ce que vous souhaitez partager votre présentation? Normalement, vous pouvez y accéder directement. Auquel cas, je vous laisse la main, ce serait peut-être plus simple. Qui va nous parler donc de la planification écologique en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, je veux bien que vous partagiez la présentation. Je suis désolé, j'ai Pas de problème souci. sur mon ordinateur. Je pense que ça sera mieux si. Pas de souci, je la mets. Hop. Si elle veut bien s'ouvrir. Alors, tac. Elle peut pas s'ouvrir. Quand tu présentes, elle va être ouverte à côté. Ah, il faut que j'arrête de présenter. Alors, bonsoir. Alors, quelques. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir. Donc, tac, tac, tac. Au début. Ok, c'est bon. Tac. Alors, je la mets en diaporama. Je la partage parce que là, vous ne devez rien voir. Hop. Voilà, on est bon. Je vous laisse la main, vous me dites si besoin que je passe les slides. Très bien, je vous remercie. Donc, bonjour, je suis Alex Tremblay. Alors, je suis chef de projet planification écologique à la DRAF-PACA. Je suis aussi référent souveraineté alimentaire et je travaille aussi au SGAR-PACA sur les sujets agricoles, alimentaires et sur les sujets de forêt. Donc, je vais vous présenter un peu la démarche de planification écologique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est donc le découlement de la démarche de l'État et qui est aussi en association avec le Conseil régional. Donc, donc on peut passer à la slide suivante pour vous résumer un petit peu si vous devez sortir de ce colloque avec une idée en tête, c'est que la planification écologique se repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est la mise en cohérence et le suivi des politiques publiques. Donc, c'est cet aspect de planification, de mise en cohérence. Le second, c'est la territorialisation des solutions dans les territoires, que ce soit à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, à l'échelle locale, avec notamment la concertation. Et le troisième pilier, c'est la mise en œuvre de dispositifs qui sont dédiés à la transition écologique, que ce soit des dispositifs de financement ou des dispositifs d'accompagnement. Et donc la planification écologique, c'est cette méthode globale qui permet d'agir de façon coordonnée et de mettre un cadre global entre plusieurs dispositifs, plusieurs stratégies qui existent déjà, donc mettre en cohérence, les territorialiser et les mettre en œuvre. Donc, la slide suivante, vous allez voir que la démarche, c'est une démarche nationale, donc qui a émergé en 2022 avec la mise en place du SGPE, qui est le secrétariat général à la planification écologique, qui est rattaché au Premier ministre, et donc qui a fait cette planification écologique, qui est un plan d'action pour tous les Français, pour tous les ministères, qui regroupe 5 enjeux environnementaux. Pardon. Le climat, la biodiversité, l'adaptation, les ressources et la santé, et 6 grandes thématiques: se loger, produire, se nourrir, consommer, préserver l'environnement et se déplacer. Et donc ce sont autour de ces enjeux et de ces thématiques que 22 chantiers opérationnels se déploient
notamment le chantier de l'agriculture, de la pêche et le chantier de l'alimentation, donc qui nous concerne et que je vais vous présenter. Donc, sur la base de ces enjeux, à la slide suivante, vous allez voir que la démarche de planification écologique permet de venir analyser des grands objectifs et des grandes trajectoires pour ces enjeux. Par exemple, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, si on les regarde pour le secteur de l'agriculture, on a une cible de diminution de 17% des gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Et donc, la démarche de planification sert à suivre cet avancement dans la trajectoire afin de voir si la trajectoire est respectée, s'il y a besoin de plus de moyens mis en œuvre pour y arriver, et afin donc d'adapter les dispositifs mis en place. Donc cela, je vous l'ai écrit pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est valable aussi pour la réduction de l'impact sur les écosystèmes, l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, l'alimentation saine et durable, le renforcement de la souveraineté alimentaire en se rattachant aux grands enjeux. Donc, le déploiement de la planification écologique, il s'appuie en fait sur un ensemble de stratégies et de plans, que ce soit au niveau européen avec le plan stratégique national donc de la PAC, mais aussi sur les diverses stratégies et plans nationaux qui préexistaient, qui ont été renouvelés, qui ont été mis en place depuis, que ce soit la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, la stratégie nationale biodiversité, la loi d'orientation et d'avenir agricole, le plan eau, etc. Donc le but, ce n'est pas de remplacer toutes ces stratégies, mais de leur donner un cadre global, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, avec leur déclinaison, comme par exemple les feuilles de route SNANC, qui sont définies par les CRALIM, les comités régionaux de l'alimentation. Si on regarde par exemple un exemple de cette mise en cohérence, ça serait un exemple parfait, ça serait la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est une trajectoire qui repose sur des bases scientifiques et qui a été mise en place lors du décret de janvier 2026 comme le scénario de référence, le scénario unique auquel se réfèrent les différentes stratégies gouvernementales pour se projeter dans le temps pour l'adaptation au changement climatique. Donc cela vise à se préparer à une France à plus 2,7 degrés en 2050 et à plus 4 degrés en 2100, et donc à harmoniser les différentes stratégies en vue de cela. La planification écologique, elle sert aussi à donc se mettre en cohérence par des constats communs. En agriculture, ce sont des rendements qui vont baisser, qui vont du moins avoir une moindre augmentation et avec une plus grande intensité de changement, donc une plus grande instabilité et donc des impacts majeurs sur les productions, que ce soit en termes de rendement ou sur les économies des exploitations. Donc ça, c'est le constat pour l'agriculture, mais sur la slide suivante, vous allez voir que donc le constat est aussi fait en rattachant cette réflexion à celui des industries agroalimentaires, qui donc valorisent 70% de la production agricole nationale. Donc elles sont une clé pour la souveraineté alimentaire. Et donc en cela, l'industrie agroalimentaire fait partie de cette démarche de planification, puisqu'elle se rattache d'un point de vue physique, donc en étant rattachée au bassin de production. Donc si les aires de répartition changent, donc si elles se décalent vers le nord avec le changement climatique, ces industries vont en subir les conséquences ou devront s'adapter. Elles doivent s'adapter en termes aussi de volume d'activité en gérant donc les sous-productions ou les surproductions qui sont liées au changement climatique et donc devront changer leur processus. Et donc ces industries agroalimentaires sont intégrées dans ce cadre afin de leur apporter un soutien à la hauteur de cet enjeu.
Un autre enjeu particulier dans notre région, alors là je vais être peut-être plus rapide, c'est celle de l'irrigation. Peut-être on peut passer à la slide suivante, comme ça je passe moins de temps et j'aurai plus le temps de développer sur d'autres aspects. Mais euh, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 20% de la surface agricole utile est irriguée, donc c'est en croissance, c'est un enjeu de plus en plus prégnant dans notre territoire. Et donc, alors là, il y a beaucoup de chiffres, je vais peut-être pas tout décrire, mais alors qu'on voyait à gauche une baisse des surfaces irriguées depuis les années 1970, maintenant on est reparti à la hausse. Et on peut voir sur le graphique de droite, sur la répartition des filières qui demandent de plus en plus d'irrigation, il y a une part croissante de cette part violette là qui correspond à la viticulture, donc avec beaucoup plus de surfaces qui sont irriguées. Et donc ces besoins en eau sont un enjeu majeur pour notre région, d'autant plus qu'ils vont augmenter sous l'effet ils vont augmenter peu importe la trajectoire. Donc vous voyez sur le graphique de gauche que sur une trajectoire en tendancielle en termes de changement climatique, les prélèvements pour l'agriculture sont voués à augmenter de 139% pour l'irrigation et pour l'élevage. Mais même s'il y a des scénarios idéaux, avec des accompagnements pour les politiques publiques ou des scénarios de rupture, on est tout de même sur une hausse de ces prélèvements de 90 à 30%. Donc, de toute manière, il va falloir s'adapter en vue de cela. Donc ça, c'était pour la partie constat. Ces constats servent ensuite à nourrir les différentes stratégies et différents dispositifs. Maintenant, je vais parler un peu plus de la territorialisation de la planification écologique. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, environ 8% de l'effort national de baisse de gaz à effet de serre. Enfin, la région représente 8% de l'effort national de baisse des gaz à effet de serre. Vous pouvez voir que à droite, il y a cette répartition par les différents secteurs avec une grosse part pour les industries. Donc, c'est lié au secteur de Fosberg. Ensuite, une part pour les transports, pour le résidentiel, pour le tertiaire, et cette part pour l'agriculture de baisse des gaz à effet de serre de 6,5% pour la région. Et donc, en région, pour cela a été mis en œuvre un plan de transformation écologique et énergétique, donc dès 2023. Et donc, actuellement, ce plan a été réalisé. Nous sommes dans le cadre du suivi de ce plan et de l'animation aussi de ces actions. En 2025, il y a eu le renforcement du volet adaptation avec différentes COP départementales qui ont eu lieu en automne de l'année dernière, avec plus d'une centaine de participants sur ces COP. Donc, par exemple, la COP du Var a permis d'aborder les sujets d'agriculture, d'alimentation locale, de souveraineté alimentaire. La COP des Alpes-Maritimes permis d'aborder plus le sujet du pastoralisme. Donc, ce n'est pas que l'agriculture qui est traitée lors de ces COP, mais c'est un des sujets qui revient pour plusieurs départements. Et il y a eu donc le 2 juin 2026, la 3e COP régionale, avec plus de 500 participants et des tables rondes qui visaient donc à discuter de différents enjeux de l'atténuation, de l'adaptation au changement climatique. Et donc, on peut notamment citer, pour ce qui est de l'agriculture, de l'alimentation, la participation de Charles et Alice et de la communauté de communes de Pays de Fayence qui donc ont pu aborder les sujets d'adaptation au changement climatique et d'alimentation saine et durable. Donc le plan de transformation écologique dont je vous parlais, c'est un peu le cœur de cette animation, de cette territorialisation. Alors il reprend les grands enjeux qui sont des enjeux un poil différents des enjeux nationaux puisqu'ils sont plus adaptés à la réalité de notre territoire, notamment avec la gestion durable de l'eau. Mais ces actions reprennent un cadre quand même qui est global avec mieux produire, mieux se loger, mieux se nourrir, des grandes feuilles de route afin de pouvoir aussi rendre compte au ministère de ces différentes actions. Et donc ce plan de transformation mis en œuvre
par l'État en région et par le conseil régional. Vous pouvez voir qu'il y a chaque case représente une feuille de route. Il y a 16 feuilles de route. Et pour chaque feuille de route, il y a un copilote à l'État et au conseil régional pour rendre compte des actions et animer ces feuilles de route. Donc, par exemple, moi, je suis copilote de la feuille de route agriculture. Cette feuille de route agriculture, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Là, cette feuille de route agriculture, si je la détaille un petit peu, s'anime avec 4 grandes actions. La mise en œuvre de la transition dans les exploitations, donc avec des mesures comme l'accompagnement via des contrats de transition, le développement du sylvopastoralisme, l'augmentation des surfaces en agriculture bio ou HVE. Deuxième grande action, c'est moderniser les réseaux et développer les pratiques sobres en eau. La troisième, c'est réduire la dépendance des produits phytosanitaires. La quatrième, structurer des filières adaptées au changement climatique. Et donc, ces 4 mesures permettent ensuite de rendre compte de la trajectoire régionale sur ces différents aspects. Sur ces slides, je voulais juste vous préciser que cet exercice de planification écologique, alors il y a beaucoup de flèches, mais globalement, il faut voir qu'il y a une flèche, la première grande flèche qui correspond à la démarche de planification écologique, mais elle s'articule aussi avec celle des conférences de la souveraineté alimentaire, qui est la seconde flèche un peu plus bleu clair, et celle de la territorialisation d'Ecophyto 2030. Donc il y a des synergies entre les différents exercices. Par exemple, sur les conférences de souveraineté alimentaire, on parle aussi de réduction des dépendances pour les intrants. Donc c'est aussi des sujets de transition écologique. Et donc poursuivre ces différentes actions, au niveau de notre région, nous avons mis en coopération avec la région Provence, le conseil régional de la région, nous avons mis en place un tableau de bord des indicateurs de suivi, qui est une sorte de boussole pour piloter la planification écologique. Donc la slide d'après vous montre par exemple un de ces indicateurs qui sont la réduction des gaz à effet de serre. Donc on peut voir cette baisse 2017 à 2023. Et la slide d'après vous montre l'augmentation des surfaces en bio. Il faut savoir qu'on est la première région en termes de surface en bio, avec près de 35% de la surface agricole en agriculture biologique, ce qui dépasse la cible nationale de 21%. Et donc mettre en place ces indicateurs, c'est à la fois avoir des outils de pilotage pour nous et à la fois être transparent vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des différents acteurs de notre territoire. La slide d'après aussi présente un autre indicateur qui est celle de la part du territoire régional couvert par un projet alimentaire territorial, qui sont ces démarches collectives qui, à partir d'un diagnostic territorial, réunissent plusieurs acteurs de ce territoire qui vise à renforcer l'installation des agriculteurs, renforcer la transition écologique dans les territoires, renforcer les débouchés pour la restauration collective. Il y a divers objectifs. Et donc, ces projets alimentaires territoriaux, ils recouvrent 91% du territoire régional. Et donc, on voit comme ça ce saut là depuis 2020 avec beaucoup de labellisation de ces projets alimentaires territoriaux. Et donc maintenant, on est plus sur un maintien et sur une augmentation progressive vers ces 100% de couverture du territoire régional qui est visé. Voilà, là, vous pouvez voir la carte des projets alimentaires territoriaux avec ce qu'il faut voir, c'est que les espaces en jaune sont les espaces de la région qui n'ont pas encore de projets alimentaires territoriaux, et on peut voir que c'est finalement, ça représente finalement une petite partie de la région. On a une très bonne couverture en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, en termes toujours de cette territorialisation de la planification écologique,
nous avons ouvert aussi une démarche des accords pour la transition écologique. Ces accords consistent pour des acteurs privés, des acteurs associatifs, des collectivités, à pouvoir rendre compte de leur action. Donc, cela permet cela permet d'ouvrir cet horizon de la planification écologique à tous les acteurs du territoire. Il y a 122 signataires des accords de la transition écologique. Donc en fait, si vous êtes une entreprise, une collectivité, un organisme qui œuvre pour la transition écologique, il suffit donc de signer ces accords qui en fait sont un papier qui précise que vous reconnaissez l'urgence climatique et qu'il y a aussi un besoin d'adaptation en ce sens. Et donc, en signant cela vous engage à rendre compte de vos actions chaque année. Et donc, ces actions pourront ensuite être valorisées dans le cadre de nos COP, de notre exercice de planification. Alors, la slide a sauté, elle le voit. Voilà, donc je vous partagerai dans le chat, si vous voulez, après, le lien pour ces accords pour que vous puissiez consulter les différentes contributions qui ont déjà eu lieu, et éventuellement, si vous le souhaitez aussi, vous pourrez par la suite vous engager, vous aussi, dans cette démarche des accords de la transition écologique. Alors, je crois que je vais accélérer un peu parce que j'ai un peu de retard sur le temps. Je vais passer à la slide d'après, celle-là. Donc, nous avons vu, je vous ai présenté le premier pilier un petit peu qui est de cette mise en cohérence des politiques publiques, celui de la territorialisation avec les exercices des COP, et il y a aussi la mise en œuvre des dispositifs pour la transition écologique. Et donc là, sur cette slide, vous voyez les dispositifs qui sont dédiés à la transition écologique, qui se représentent 500 millions d'euros qui ont été engagés dans les dispositifs de 2024 et de 2025. Donc, il y a différents blocs là, de couleurs qui sont selon le thème, les thèmes un petit peu de ces enveloppes de financement. En vert, les agroéquipements, en bleu, la recherche et développement, en jaune, les projets territoires, et en rouge, les outils et les formations. Donc, en fait, on a ces différents types de financement. Globalement, vous pouvez voir ce qui est à gauche, là, c'est la stratégie de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui représente une très grosse enveloppe. Ensuite, on a le fonds en faveur de la souveraineté alimentaire et des transitions avec tout ce qui est projets alimentaires territoriaux, le fonds hydraulique agricole, les rénovations de vergers et le plan agriculture climat Méditerranée. Il y a aussi le pacte en faveur de la haie qui représente une bonne partie de ces dispositifs. Pour vous illustrer, je vais juste vous en présenter deux. Donc le premier, c'est le plan agriculture climat Méditerranée qui, donc, vous voyez sur cette carte, qui en fait concerne un certain nombre de départements selon leur réalité géoclimatique. Ces départements ont un climat méditerranéen, et donc c'est pour ça que cela concerne la plupart des départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf les Hautes-Alpes. C'est pour ça aussi que vous pouvez voir que ça concerne aussi le Gard, l'Hérault, l'Aude, Pyrénées-Orientales, et que ça remonte jusqu'au Lot et Garonne. Donc tous les départements qui ont cette réalité climatique-là. Et donc, ce plan-là a pour objectif de développer une agriculture résiliente face au changement climatique, en accompagnement à la fois les producteurs et les acteurs de l'aval, avec comme porte d'entrée la labellisation en aire agricole de résilience climatique. Donc, en fait, il faut que les acteurs du territoire se structurent avec un projet, avec 4 critères, celui de l'ancrage territorial, du projet de filière, d'avoir aussi une composante multi-acteurs et des objectifs d'atténuation ou d'adaptation. Et donc ce plan vient ensuite, une fois ces aires agricoles de résilience climatique qui sont labellisées, il y a des financements qui sont associés en termes d'investissement matériel et immatériel, d'innovation et d'équipement collectif.
Et donc, cela représente 5 aires agricoles de résilience climatique en PACA qui ont été labellisées jusqu'ici, avec 1,4 million d'euros d'aide qui ont été engagés. Donc, on a notamment sur les grandes cultures en région sud. Donc là, il n'y a pas de projet encore qui a été déposé. On a juste la labellisation du projet, de l'aire. On a des projets, par contre, sur la filière riz, avec la création variétale, la démonstration de nouvelles pratiques, avec des robots désherbeurs et du repiquage automatisé. Et on a aussi des projets un peu plus sur la réduction de l'empreinte carbone alger, DIECRA, réduction de l'empreinte carbone sur les fruits, la diversification en viticulture dans le Var et un autre sur la pistache méditerranéenne. Et donc, en plus de ces appels à projets de structuration de projets, on a aussi des dispositifs de maturation des démarches et différents autres dispositifs qui permettent la maturation de ces projets. Je vous la laisse, je vous enverrai la diapo si vous souhaitez en savoir plus. Et l'autre dispositif, c'est le fonds hydraulique agricole, qui est un fonds qui a été prévu par la mesure numéro 21 du plan eau de 2023, qui vise à réduire les pertes, valoriser les eaux, mais surtout à développer les ouvrages hydrauliques. Et donc, ce fonds hydraulique, il a permis de financer des ouvrages hydrauliques en région. Il a été instruit, c'est des dossiers qui ont été instruits et sélectionnés en draft, avec 8 dossiers l'année dernière, ce qui représente un engagement de 20 millions d'euros au niveau national, mais de 3,7 millions d'euros au niveau régional. Et donc, globalement, pour cette année, ça se décomposera en un volet investissement matériel qui permet aux structures de financer leurs infrastructures hydrauliques agricoles pour sécuriser l'accès à l'eau, et aussi en un volet maturation pour faciliter l'émergence et la conception des projets hydrauliques agricoles. Et donc ces deux volets ont été ouverts le 13 mai et sont ouverts jusqu'à fin août. C'est disponible sur notre site pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Donc globalement, vous l'aurez compris, il y a ces trois grands piliers: mise en cohérence des politiques publiques, territorialisation et mise en œuvre des dispositifs dédiés. Et donc pour l'année 2026, on continue la mise en œuvre, le suivi du plan. On essaye de chiffrer aussi les actions du plan de transformation. On analyse les valorisations des contributions des acteurs avec les accords de la transition écologique. Et enfin, il va y avoir l'organisation de 6 COP départementales. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps, désolé. Merci. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions peut-être dans le chat. Merci beaucoup Alex Tremblay pour cet éclairage sur les politiques publiques en région et aussi un peu le contexte dans lequel tous les acteurs peuvent agir.